Ok, salut tout le monde. Pardon. Donc, on est en direct, enfin, je pense. Donc, voilà, on va reprendre le live on avait commencé la dernière fois, qu'on avait dû arrêter par des soucis techniques qu'on ne pourra pas expliquer. Bref, donc voilà, on va continuer, enfin, on va recommencer. On en a pour 20 minutes d'endodontie. On va commencer par un bref exposé et par la suite, on va passer directement aux questions. Donc, je vous invite à préparer vos questions. Vous pouvez éventuellement les poser au fur et à mesure. Mais, mais là, je pense que vers la fin, on pourra tranquillement poser des questions vu la brièveté de l'exposé parce que 20 minutes, c'est pas très long. J'attends la confirmation d'être en direct. Ok. Tac, tac, tac. On est en direct. Très bien. Ok. Donc il y a un petit différé. Donc là, je peux commencer. Donc je peux commencer mon exposé. Donc on avait parlé de l'intérêt que suscitait, enfin qu'a apporté le nickel titane dans l'endodontie. Donc on sait que dans les années 90, par exemple, on avait commencé à travailler avec de l'acier inoxydable, après qu'on est passé progressivement à du nitis, ce qui a vraiment beaucoup changé par rapport à la flexibilité du matériau. Mais la grande révolution maintenant, c'est qu'on est passé à du niti traité thermiquement. Ce traitement thermique, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous apporte enfin? Ce traitement thermique nous apporte la flexibilité, mais sans altérer la qualité de coupe, de qualité qui sont quasi antagonistes, mais qu'on peut avoir grâce à ce traitement thermique. On verra tout à l'heure, on parlera des différentes phases du traitement thermique. Donc c'est ce qui nous donne cette coloration bleu-azur, c'est d'où l'appellation bleu-azur, de E3 azur. Donc je repasse brièvement. Je suis Ben Ayoub, je suis praticien libéral à Oran. J'exerce exclusivement l'endodontie et la chirurgie buccale. Je suis aussi membre du Microscopic Dental Club, un club qui fait la promotion du microscope et qui voudrait que la microscopie soit enseignée de façon académique et qu'elle soit enseignée dans les premiers cycles, pas en post-graduation. Le microscope est tellement important parce que qu'en endodontie, comme vous voyez ici, en endodontie, là on voit par exemple une molaire maxillaire. Il n'est pas très difficile pour nous de visualiser que cette molaire-là, comme toute première molaire maxillaire, assez souvent du moins, a 4 canaux. C'est facile de voir ça, c'est évident. Donc c'est tellement évident que pour être certifié à l'American Board of Endodontics, il faut être formé sous microscope, tout l'intérêt du microscope. Et tout ça n'est pas un détail parce que les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail, pas du tout, parce que notre, notre, notre marge de manœuvre très souvent en dentisterie et a fortiori en endodontie est de l'ordre du millimètre, en prothèse aussi et en restauratrice. Donc, et tout ça, on va l'avoir grâce à la flexibilité de ces instruments traités thermiquement. Je suis membre aussi fondateur de l'Oran Study Club. Notre club est là pour partager de la connaissance, partager de la science avec les membres. Tout ça, on le fait pas parce qu'on est gentil, on le fait parce que ce n'est comme ça qu'on peut évoluer, ce n'est qu'en partageant de la connaissance qu'on peut évoluer, comme comme la théorie de William Glasser. Je passe rapidement de ce qui se dit en endodontie, et c'est un article assez intéressant, cet article-là que j'ai trouvé très intéressant parce que ça parle de ce qui est intéressant, ce qui est publié, ce qui est dit en endodontie. Donc on va voir à peu près, on a fait ça d'une façon un peu une constellation. Donc si on va un peu au milieu de cette constellation, au milieu de cet archipel, si on veut, on voit les sujets qui sont très demandés de plus en plus récemment. Et en périphérie, on verra des thèmes qui ne sont pas traités. Donc là, si vous voyez, root canal, teeth, root, study, preparation, review, tout ça, des choses qu'on recherche assez souvent ces derniers temps. Mais si on va en périphérie, on va avoir canal préparation, par exemple. Bizarrement, on n'en parle pas beaucoup.
aussi. Conbeam, on n'en parle pas beaucoup. Irrigation, pareil, on n'en parle pas beaucoup. Donc il faudrait qu'on en parle un peu plus. Pardon, excusez-moi. Hop là, je passe sur le slideshow. Donc, dans ces thèmes qui sont recherchés, excusez-moi. Oui. Dans ces thèmes c'est bon, je suis passé en live. Donc, de ces thèmes qui sont recherchés, on va parler de. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux thèmes qui sont assez corrélés, contrairement à ce qu'on puisse croire, qui sont très corrélés, et on n'en parle pas assez. Donc, on va voir ce qui était dit dans les premiers temps en endodontie. Pardon. Donc, dans les années 80, il y a 4 décades de recherche. Dans les années 80 et 90, le mot-clé le plus recherché était canal, pulpe, molaire, ainsi de suite. Donc, si on voit par exemple dans cette dernière décennie, dans les années 2010, eh ben, ce qu'on recherche le plus, c'est review, instrument. Donc, les centres d'intérêt changent beaucoup. C'est classé aussi par pays. Les États-Unis sont souvent les premiers sur la liste. Et voilà. Donc, on va parler d'irrigation et de mise en forme et de shaping. Donc, le cleaning et le shaping, et ça finit par le filling, c'est-à-dire l'obturation. Donc, on commence. Je fais cette flèche qui tournoie parce que c'est deux étapes qui ne se succèdent pas, mais c'est deux étapes qui se superposent. Parce que le nettoyage nous permet d'éliminer et d'avancer dans la mise en forme, et la mise en forme nous permet de faire pénétrer la solution d'irrigation dans la portion la plus profonde du canal. C'est ce qu'on appelle le deep shaping. C'est pour que la solution d'irrigation puisse nettoyer et avoir son effet mécanique de nettoyage, de lavage, et surtout avoir son effet chimique de digestion, que ce soit des tissus organiques pour l'hypochlorite ou des tissus minéraux pour les différentes solutions acides de type DTA ou l'acide citrique. Et une fois qu'on a bien nettoyé et mis en forme, ce n'est que là qu'on passe à l'obturation, bien sûr, tridimensionnelle. Mais avant tout, c'est une question de planification. Dans toutes les thérapeutiques qu'on fait, telles que dans l'implantologie ou dans la restauratrice, on fait de plus en plus de planification, donc on navigue rarement à vue. Là, c'est une question de planification. Si on voit sur une dent, sur une molaire mandibulaire 36, qui a l'air assez banal, somme toute. Mais si on change l'angulation, ben on verra que c'est une angulation qui n'est pas du tout banale. Du coup, on devrait penser à planifier et à voir selon la difficulté des canaux. Et là, quand on casse nos instruments, très souvent, on va dire que c'est la faute des instruments, c'est la faute du patient qui a bougé. Très souvent, et même quasi tout le temps, c'est toujours de notre faute parce qu'on a mal planifié. La planification est la clé de succès dans toute thérapeutique, vous me direz, et on en donne aussi a fortiori. Donc, et ça commence par un glide path. Le passage simple des instruments, il faudrait qu'il y ait un passage aisé des instruments de faible conicité. On commence par un travail avec des instruments de 2% de conicité et progressivement, on va élargir l'entrée jusqu'à ce qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle le straight line access, c'est-à-dire un accès droit au canal. Cet accès droit, on va l'avoir grâce à un premier instrument qui est assimilable à un opener. On utilisait avant les forehead gates, maintenant on ne le fait plus. Tous les systèmes de préparation continue ont un opener, un système qui va permettre, une lime qui va permettre une ouverture maximale de la dent. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on fait notre glide path, quand on fait une première, le fameux cathétérisme, quand on essaie d'arriver à la portion la plus apicale du canal, une fois qu'on aura ouvert, il y aura un différentiel entre la longueur qu'on avait calculée initialement dans notre cathétérisme et la longueur qu'on aura secondairement après avoir fait un straight line access, un accès droit, parce que le chemin le plus droit entre un point A et un point B, c'est forcément la ligne droite. Plus la ligne est droite, plus le chemin est court. Et du coup, si on ne respecte pas ça, et si on n'a pas ça à l'esprit, on risque d'avoir une surinstrumentation, une surobturation, bref, plein de complications assez fâcheuses. Et pour cette phase de cathétérisme, on va utiliser des instruments de 2% de conicité, type NT2, ou
aussi, on va commencer par l'élimination des contraintes. Élimination des contraintes, la première contrainte, c'est la cavité d'accès. Donc on commence par ouvrir la cavité d'accès. Et par la suite, cavité d'accès qu'on va ouvrir avec une fraise d'écrière, bien sûr. Donc on va éliminer pour avoir ce fameux accès droit au canal. Et par la suite, on passe avec la première lime, qui est une lime de 8% de conicité avec 30 de diamètre apical. Peu importe le diamètre apical, le plus important pour nous, c'est la conicité de 8%, qui va nous permettre d'éliminer les contraintes coronaires. C'est ça la réflexion, c'est qu'il ne faut pas qu'on se précipite pour aller dans la portion la plus profonde du canal, du moins avec les instruments de rotation continue, d'où l'intérêt de la planification. Donc on doit commencer tout doucement et on doit éliminer les contraintes coronaires. Et cet instrument-là est fait pour travailler dans le tiers coronaire de notre racine, de notre canal, pardon. Donc on va juste éliminer les contraintes au niveau coronaire. Et on va éliminer ce fameux triangle. Ce fameux triangle, avec quoi on va l'éliminer? Zekria, mais beaucoup, beaucoup plus avec notre opener, notre première lime de 8%. Tout ça va nous permettre d'accéder à l'irrigation. Si on voit bien, si vous voyez sur ce schéma, ça c'est un schéma qui vient d'un article de Zender de mémoire. Je crois que c'est Zender, le Suisse, qui avait publié ça. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est la portion qui est touchée par les instruments. Ce que vous voyez en vert, c'est la portion qui n'est absolument pas touchée par vos instruments. Du coup, notre préparation n'est pas que mécanique, loin de là, parce que nous, on pense souvent en préparation mécanisée, c'est vrai, mais il y a une grande portion de notre préparation qui est chimique, le fameux concept de préparation chémo-mécanique. Donc, la conclusion de cet article, c'est que tous les instruments, toutes les techniques ou tous les instruments laissent plus d'un tiers du canal qui n'est pas traité. Donc, l'intérêt majeur de l'irrigation. Irrigation a fortiori, parce que si on voit les coupes anatomiques ou si on voit la classification de Bertocci, un canal, ce n'est pas un canal, mais c'est un système canalaire ou un réseau canalaire. Donc on ne peut pas nettoyer un réseau canalaire avec une seule lime, cela est impossible. Donc l'irrigation revêt un intérêt vraiment majeur. Je simplifie la classification de Bertocci, c'est une entrée, une sortie, deux entrées, une sortie, une entrée se subdivise puis une sortie, deux entrées, ainsi de suite. Ça permet de visualiser à peu près l'anatomie canalaire. Pourquoi ? Le meilleur exemple, c'est le MV2. Si des dentistes existent encore et s'ils n'ont pas tous été ruinés parce qu'on n'a pas traité des MV2 pendant des générations, et encore, ça continue dans certains pays, enfin dans certaines pratiques, parce que très souvent les canaux qui ne sont pas très connus confluent et on aura des MV2 type 2 de Bertocci, c'est-à-dire c'est une entrée indépendante qui va rejoindre le canal principal. Et c'est ce qu'on appelle le principe de l'obturation des POE, Portal of Exit, c'est-à-dire les portes de sortie. Donc si on obture les portes de sortie, cela suffit à régler le problème. Or, si on est dans un cas de type 4, en cas de type 5, où il y a plusieurs sorties, à ce moment-là, si on n'obture pas le canal, on aura beau obturer tous les canaux, ça sera voué à l'échec. Quels sont les désirata d'une solution d'irrigation? Quelles sont les conditions qu'on doit avoir? Donc, il faut qu'elle ait une action mécanique, mais ça c'est facile, toutes les solutions ont une action mécanique. Que ça facilite l'élimination de la dentine, un lubrifiant. Dissolution des tissus organiques, là déjà on arrive dans une action purement chimique, ce n'est pas toutes les solutions qui permettent ça. Dissolution des tissus minéraux et pénétration dans les réseaux accessoires, bactéricides, non irritants et ne fragilise pas la dent. Donc pour avoir un produit qui réalise tout ça, c'est impossible, donc on se retrouve à avoir au moins deux solutions d'irrigation, voire 3. Le matériel, avec quoi on va irriguer? Très souvent, quand je vois sur les formations, très souvent les gens irriguent avec ce qu'ils ont sous la main. Très souvent, de moins en moins souvent. Il y a des gens qui irriguent avec des seringues d'insuline, des gens qui irriguent avec des aiguilles intramusculaires, alors que ce n'est absolument pas adapté parce que le but c'est d'arriver à la portion la plus apicale du canal. Le problème c'est que quand on arrive à la partie apicale du canal, il ne faut pas qu'il y ait une surirrigation. Il n'y a pas de problème d'irrigation à l'hypochlorite. Donc,
il faudrait qu'on ait des aiguilles adaptées. Donc on va avancer. Première étape, c'est que, pardon, on va avoir une seringue qui doit être vissée. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un ami sur les seringues vissées ou clippées. On préfère les seringues vissées parce que ça nous permet de contrôler la pression. Euh, et avec les seringues et l'argument en faveur des seringues clippées, c'est que quand on exerce une grosse pression, ça ne tient pas et on n'aura pas de surobturation. Or, avec les aiguilles à ouverture latérale, il est quasi impossible d'avoir une surirrigation si on ne bloque pas l'aiguille. Il faut que l'aiguille ne soit pas bloquée dans le canal, qu'on fasse des mouvements de va-et-vient et les ouvertures sont latérales. De toute façon, toute pression sera dirigée vers les parois de la face, de la partie interne de la racine et jamais apicalement. Donc on voit ça. Donc cette irrigation, on va irriguer tout ce qu'on nous raconte dans les articles, dans les cours ou dans les formations. On le visualise beaucoup mieux quand on travaille sous microscope et on est beaucoup plus convaincu de notre irrigation. Parce qu'on va irriguer et on va voir qu'on est en train d'éliminer des débris. C'est ce qu'on voit. On ne voit pas les bactéries, mais on voit les débris qu'on a coupés. Donc on voit l'intérêt du nettoyage intracanalaire. Vous voyez tous les débris qu'on génère avec nos instruments de coupe. Hop, petite musique. Donc, d'où l'intérêt d'irriguer. Il y a aussi l'aspect chimique, si vous voyez bien ici,